bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coopération, le podcast de la direction de coopération de sécurité et de défense. Aujourd'hui, c'est un épisode africain puisque nous sommes au Cameroun à 7000 km de Paris avec le colonel Stéphane. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes un spécialiste de la sécurité civile. On va voir un petit peu tout ça en détail. Vous êtes sapeur-pompier et vous allez nous détailler cela aussi. On va revenir sur votre parcours. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qui vous êtes et notamment, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et les principales missions que vous y avez accomplies ? Oui, alors effectivement, je suis sapeur-pompier affecté depuis maintenant 6 mois au Cameroun. Je suis donc le lieutenant-colonel Stéphane. Ma carrière a débuté comme simple soldat, puis ensuite je suis devenu sous-officier et je suis passé par l'école militaire intérim pour devenir officier, pour faire très bref. En ce qui concerne ma carrière, je vais entamer ma 33e année de service. Et l'essentiel de ces 33 années se sont déroulées depuis 2003 au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'ai commencé d'abord par une désaffectation très opérationnelle, puisque j'ai été tour à tour adjoint, puis à la direction d'unités d'incendie, à la fois en Petite Couronne, donc en Seine-Saint-Denis, et puis au centre de Paris. Donc plutôt un début de carrière très opérationnel et tourné vers les missions et les opérations. Ensuite, comme souvent dans l'armée, le temps est au poste dans les grands états-majors. Donc j'ai été tour à tour officier supérieur adjoint dans un groupement d'incendie qui comporte entre 1700 et 1800 personnes. Nord Seine-Saint-Denis, Nord Paris, où j'étais chargé de la supervision des activités opérationnelles, des actions de prévention à l'échelle de ce groupement, qui rayonnait sur 3 départements, et travaillais avec les services de l'État au niveau communal, départemental donc, et interdépartemental. Suite à cela, ma carrière a évolué et j'ai été détaché au sein de la Direction générale de la sécurité civile pendant 3 ans, où j'étais en charge, un peu comme un chef de projet, de la rédaction, de la doctrine, des techniques professionnelles pour tous les services d'incendie et de secours, comprendre tous les services départementaux de France et les unités militaires liées à la protection civile, telles que les marins-pompiers, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les UISC. À cette occasion, j'ai pu participer ou rédiger quelques documents en termes de doctrine. À l'époque, c'était l'émergence des véhicules électriques. J'ai donc concouru aux premières rédactions des modes d'action pour lutter contre les feux de véhicules électriques avec les plus grands constructeurs français et même européens. On a réussi à faire normaliser ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de fiche d'aide à la désincarcération, qui était à l'époque et qui l'est toujours, je l'espère en tout cas, important dans le cadre de la sécurité tertiaire, donc la sécurité apportée aux sapeurs-pompiers qui interviennent sur les véhicules. J'ai commis aussi d'autres rédactions, notamment dans le cadre de la plongée hyperbare pendant cette période à la direction de la sécurité civile. Je suis revenu ensuite comme chef de cabinet du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pendant 3 ans. Le poste de chef de cabinet dans une unité de 8500 hommes, c'est la poignée de l'éventail entre les directeurs et en tout cas les chefs des unités d'incendie, mais aussi la partie administrative et un peu politique, puisque on travaille avec les représentants du gouverneur militaire de Paris, mais aussi avec la mairie de Paris et tous les édiles sur lesquels rayonne la BSPP en termes d'action.
En 2017, suite à ce poste de chef de cabinet, j'ai été affecté en Italie, au sein de l'OTAN, sur un bureau en charge des partenariats militaires de l'OTAN. Et j'avais la charge d'une quinzaine de pays sur la partie méditerranéenne. Je faisais un petit peu ce que je fais déjà un peu ici, à savoir des échanges en termes de formation, d'instruction, et apporter un petit peu le concours, mais cette fois-ci sous l'angle otanien, à tous les pays partenaires qui le souhaitaient. Et puis en 2020, je suis revenu à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, cette fois-ci pour monter, toujours au sein du cabinet du général commandant la brigade, la première petite équipe de prévision et de prévention dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Nous étions 3, directement sous la coupe du général. Il s'agissait de faire toute la partie prévention, prévision, anticiper tous les possibles dans tous les domaines opérationnels, logistiques, santé, et puis tous les incontournables en termes de RH liés à cet événement qui a touché toute la France en 2024, donc dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc pendant 2 ans, nous avons fait encore une fois un travail de préparation, de prévision avec également tous les services de l'État, que ce soit le comité d'organisation, mais encore une fois la ville de Paris et tous les secrétaires d'État associés. Et puis enfin, dernière étape à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'était de 2022 à 2024, où j'ai été donc commandant second du 3e groupement d'incendie et de secours. C'est un des groupements qui opère sur la partie ouest de Paris et Paris-Centre, donc en fait les Hauts-de-Seine. C'est à la fois un poste de commandant second, donc il y a quand même une partie, je dirais, de management, de commandement, mais aussi opérationnel, puisque au titre des opérations, nous sommes amenés, même en étant en position de chef de corps ou d'adjoint au chef de corps, de devoir aller sur le terrain sur les opérations importantes. Voilà brièvement raconté mon parcours à la BSPP et comme je l'ai dit en préambule, donc affecté ici au Cameroun en tant que coopérant militaire technique depuis septembre 2024. J'ai une petite question. Vous parliez de votre poste au sein de l'OTAN. En tant que sapeur-pompier de Paris, c'est un poste, vous êtes en interministériel. Est-ce que ça facilite les choses, puisque vous travaillez avec le ministère de l'Intérieur, vous êtes militaire aussi en tant que sapeur-pompier de Paris. Est-ce que ça facilite un petit peu les choses pour ce poste de coopérant, de savoir manier et ce côté interministériel, ce côté international, vous voyez, sortir un petit peu du cadre uniquement de votre travail, de votre affectation? Ce qui m'a beaucoup aidé pour répondre à votre question, c'est à la fois mon poste de chef de cabinet, effectivement, où l'interministérialité était quand même assez forte et assez prégnante, et en termes de vocabulaire et de termes employés, il y a des mots-clés. C'est pas forcément toujours le monde dans lequel évolue un militaire dans le cadre de sa carrière classique. Également ma présence à la direction de la sécurité civile, où je travaillais avec un sous-préfet, mais également avec des services départementaux d'incendie et de secours, pour lesquels aussi le fait d'appartenir au ministère de l'administration territoriale, c'est assez différent du monde militaire. Donc c'est toutes ces petites expériences qui, mises bout à bout, m'ont facilité, entre guillemets en tout cas, la tâche pour aujourd'hui. Évidemment, mon expérience à l'OTAN, c'est le côté, je dirais, pluridisciplinaire, mais surtout d'autonomie que j'ai pu y développer. Les relations avec beaucoup de pays étrangers, puisque en dehors de la trentaine de pays qui sont membres de l'OTAN et pour lequel la langue anglaise est essentiellement utilisée, le fait d'avoir eu à ma charge le partenariat pour une quinzaine de pays qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie du continent nord-africain, on apprend aussi énormément d'un point de vue culturel, d'un point de vue des échanges et du comportement, à écouter l'autre avant d'imposer ses vues. Et c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup appris pour le poste actuellement. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on rentre un petit peu sur votre mission aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous êtes coopérant militaire technique, vous venez de le dire, auprès, je crois, du Corps national des sapeurs-pompiers et de la direction de la protection civile. Donc ça fait beaucoup de missions, je suppose. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, outre les missions liées à la formation, sur lesquelles je pense qu'on reviendra tout à l'heure, je suis effectivement correspondant principal pour la direction de la protection civile, la DPC, du Cameroun, qui est rattachée à l'équivalent de notre ministère de l'Intérieur, ici est appelé le MINAAT, le ministère des administrations territoriales. Et je propose donc mes compétences auprès de la directrice de la protection civile pour la rédaction de lois et de décrets, non pas pour modifier la loi camerounaise, mais plutôt pour, dans le domaine de la gestion des crises, faire le lien avec le Corps national de sapeurs-pompiers pour que les choses, à la fois politiques, côté direction protection civile, et côté, je dirais, tactique sur le terrain, fonctionnent bien. Donc, je suis un peu à la poignée d'éventail et j'apporte mon concours, effectivement, à la direction de la protection civile dans ce cadre-là.
également auprès du Corps national de sapeurs-pompiers pour la partie formation, mais ça, on y reviendra. J'ai aussi une autre mission, une autre tâche, c'est de faire en sorte de pouvoir concourir au soutien aux exportations. Dans ce cadre, de tâcher évidemment de privilégier les sociétés et les entreprises françaises, PME, PMI ou même grandes entreprises qui, mais on y reviendra aussi, je pense, sont particulièrement efficaces. Alors, on va y revenir tout de suite, d'ailleurs, mon colonel, puisqu'on va parler du projet de Sautel, je crois, qui est un projet d'actualité que vous suivez de près. Est-ce que vous pouvez nous détailler les objectifs de ce projet, son impact attendu sur la modernisation de la protection civile camerounaise, justement ? Oui, donc ce projet, pour brièvement revenir dessus, est un projet qui a été imaginé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, donc qui a été monté par mes prédécesseurs. Je ne vais pas m'attirer le bénéfice de tout ça, mais j'ai la chance d'avoir donc ce projet qui émerge aujourd'hui et d'en tirer bénéfice puisque ça se voit sur le terrain. De quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit d'un déploiement et de la fourniture de véhicules et d'engins de sapeurs-pompiers, 227 exactement, de tout type. Ce projet a été financé essentiellement par le Trésor français. C'est un projet de plus de 50 millions d'euros. Et en parallèle, moi, ma tâche aujourd'hui, c'est de m'assurer que tous ces véhicules arrivent correctement, si je puis dire, mais d'assurer aussi toutes les formations associées à tous ces types de véhicules. En termes d'objectifs, il s'agit évidemment de développer la réponse de protection civile sur le territoire, donc je dirais que c'est le b.a.-ba. On a des véhicules, donc maintenant il faut que la mission se réalise. Deuxièmement, d'implanter dans les esprits, mais aussi dans les esprits politiques, la protection civile dans le paysage, parce que la direction de la protection civile existe, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est en gestation. C'est pas actuellement une sous-direction qui est particulièrement connue au Cameroun. Donc, le deuxième objectif, c'est bien ça, d'implanter dans le paysage politique camerounais la protection civile. Et puis, si on met ces deux objectifs bout à bout, de faire en sorte que la protection civile et le corps de sapeurs-pompiers deviennent les acteurs majeurs de la résilience de la population civile en positionnant justement la protection civile comme concurrent direct aux risques et aux menaces sécuritaires qui sont majeures au Cameroun. Vous en parliez brièvement à l'instant sur la formation. Vous, le colonel Stéphan, quel est son rôle dans la formation des personnels et puis effectivement cette coordination avec les autorités locales ? Alors, pour la réussite du projet de Sautel, mais pas que, effectivement, je dois assurer, et c'est grâce au concours du ministère des Affaires étrangères et de la direction de la coopération et de la sécurité civile que j'y parviens, de mettre en œuvre donc des formations cohérentes, internes, menées par le Cameroun, mais aussi avec leurs besoins, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer des formations avec nos vues de l'esprit depuis l'Europe et depuis la France. Il faut que ça corresponde évidemment à leurs besoins, à leurs enjeux, aux risques qu'on peut identifier ici, et aussi en corrélation évidemment avec des projets comme celui de Sautel. Donc je contribue à cet effort en proposant des actions d'instruction, soit en orientant le Cameroun qui va lui-même faire ses propres formations avec ses cadres, soit en proposant des formations, des spécialités qui sont pas encore aujourd'hui répertoriées au Cameroun. Et pour cela, je m'aide effectivement de la direction de la coopération qui m'envoie des experts depuis la France pour faire ces fameuses formations. À date, en 2023 et 2024, on a déjà formé en 2 ans un peu plus de 500 stagiaires au Cameroun. Et pour cette année, ce sont une douzaine d'actions de formation qui sont programmées. C'est un équilibre en fait entre bien comprendre leurs besoins, les écouter et en même temps, de votre côté, être force de proposition. Tout à fait. C'est même un triple équilibre puisque, comme vous venez de le dire, il faut écouter le pays hôte, le partenaire qui a des souhaits particuliers pour telle ou telle formation. Il faut aussi que moi, je puisse essayer de lisser tout ça au regard des projets tels que le projet de Sautel par exemple, puisqu'on en a parlé, nécessite des formations particulières, que ce soit sur les véhicules ou que ce soit dans des missions de gestion des catastrophes et de gestion des crises. Mais il faut aussi, c'est le troisième pan qu'il faut jamais oublier, certes, il y a un projet important qui va nécessiter beaucoup de formation, mais il ne faut pas atteindre un phénomène qu'on peut appeler un phénomène d'éviction, c'est-à-dire tout prioriser sur uniquement un projet et générer une absence trop longue sur d'autres formations qui sont tout autant nécessaires, mais qui passeraient au conditionnel, qui pourraient passer à la trappe, parce qu'on va être complètement dans un effet tunnel et oublier des formations qui sont essentielles, que ce soit des formations de secourisme de base, mais qui sont, somme toute, hyper importantes pour la modernisation et la bonne continuité de la formation des cadres ici. Donc je dirais que c'est un triple équilibre, effectivement, qu'il faut adopter.
Alors vous, en tant que sapeur-pompier, qu'est-ce que vous avez développé comme formation particulière vers le corps national des sapeurs-pompiers camerounais ? Alors essentiellement, on vient de l'évoquer un petit peu, avec l'arrivée de ces projets, de tous ces véhicules, des formations très métiers tournées vers l'utilisation des véhicules de type incendie, donc des camions-citernes et des engins pompes, comme on le dit au sein des forces de secours. Également des formations sur des véhicules de secours à victimes et des ambulances de réanimation qui sont équipées, parce que le projet, c'est pas que des véhicules vides, c'est des véhicules avec tout leur équipement, des équipements qui sont pas forcément connus des Camerounais, donc il faut faire toute une formation technique sur l'utilisation des moyens qui sont à bord, avec l'aide d'infirmiers, avec l'aide de médecins, avec l'aide, encore une fois, d'experts. Et je profite de saluer le concours de toutes les forces de sécurité civile françaises qui nous aident, tous les coopérants, mais qui m'aident moi au quotidien en m'envoyant leurs experts. Sans eux, je ne pourrais pas mener ces formations. Et puis enfin, il y a des formations un peu plus spécifiques dans le domaine nautique, dans le domaine du nucléaire, radiologique, biologique et chimique, le fameux NRBC, et la sécurité routière. Et puis également d'autres domaines qui commencent à émerger avec les risques liés aux feux de broussailles, évidemment les phénomènes d'inondation et tout ce qu'on appelle ou qu'on peut appeler la médicalisation de l'avant. Alors ça fait beaucoup de formations, ça fait beaucoup de projets. On se retrouve face à des difficultés, à des défis ou pas du tout. Et si c'est le cas, comment on les surmonte ? Alors des défis, il y en a pas mal. Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de projets et beaucoup de formations très différentes. Donc je suis quelqu'un qui est très gourmand en termes de demandes de formation et donc de formateurs. Donc ça, c'est un des premiers défis, mais qu'on doit surmonter et qu'on surmonte annuellement avec les gens de la coopération. Également, il nous faut la disponibilité de cadres pour, je l'ai déjà dit, assurer ces formations. Ça, c'est un deuxième défi, mais je dirais que le plus gros défi localement, c'est celui de la pérennité et de la préservation des compétences transmises. La particularité du Corps national de sapeurs-pompiers du Cameroun est qu'il est constitué de tous les personnels, de toutes les forces armées, c'est-à-dire que un pompier peut arriver de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine, peut-être gendarme, et aucun n'est garanti de rester. C'est l'actualité, c'est comme ça. Donc, on va former des gens, et puis peut-être que au cours de leur carrière, ces personnes qui auront été formées et bien formées, quitteront l'institution, en tout cas le Corps national de sapeurs-pompiers, pour retourner dans leur armée d'origine. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train justement d'essayer de changer. Les fameuses actions que j'entreprends avec la direction de la protection civile, mais aussi avec le Corps national de sapeurs-pompiers, dans le cadre de nouveaux décrets pour pouvoir réorganiser leur unité, la partie des ressources humaines, donc pour garantir cette pérennité et ce maintien au corps, on va dire, de ces personnels, est une pierre d'achoppement qui est très importante, mais ça reste un défi compliqué à relever puisqu'il est en dehors de mes mains en fait. Aujourd'hui, quels sont les grands projets à venir pour la protection civile ? Alors notamment en matière de modernisation d'infrastructures, des équipements. Comment vous voyez l'évolution de cette protection civile au Cameroun dans les prochaines années ? Et puis, sous-entendu, enfin, dans ma question aussi, quel rôle la coopération internationale et française va y jouer ? Alors, il y a effectivement beaucoup de projets qui vont arriver les uns derrière les autres. Il y a déjà ce qu'on appelle le système de gestion des appels, de gestion des opérations, SGA, SGO, qui consiste en fait à rétablir, puisque le système existe, mais il est un peu en mauvais état, on va dire ça comme ça, de rétablir le fameux système d'appel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nous le 18, ici c'est le 118, fait cruellement défaut. Les installations existent, mais n'ont pas forcément été entretenues, ou tout du moins mal. C'est parfois l'origine de dons qui ont été faits, mais qui n'ont pas été suivis d'entretien et de maintenance. Donc très clairement, le dispositif de gestion d'appel, quand il s'agit d'appeler les pompiers, ne fonctionne pas aujourd'hui au Cameroun. Donc ça, c'est un premier grand projet qui va suivre le projet de Sautel, qui est actuellement lancé et qui va certainement suivre la même voie que celui du projet précédent et qui a déjà été évalué à une hauteur de 15 millions d'euros. Ensuite, parallèlement à tous ces projets, il y a, et je l'ai un petit peu évoqué, toute la chaîne de maintenance et le soutien logistique qu'il faut mettre en place, parce que un système n'est vertueux. Il ne s'agit pas de donner des choses, des camions, de mettre en place un système d'appel, des antennes, des moyens radio, si on ne prévoit pas la maintenance et la logistique en parallèle, pour donner toute l'autonomie au Cameroun, notamment, donc aux pays hôtes, pour pouvoir entretenir et puis avoir l'utilisation pleine et entière des moyens qui ont été développés conjointement avec l'État français.
Donc toute la logistique, c'est un deuxième grand projet. Également, puisqu'on parle de protection civile, il y a d'autres projets en gestation, notamment la défense extérieure contre l'incendie, qui, pour les gens qui ne connaîtraient pas, consiste à déployer des moyens qu'on connaît plutôt vulgairement sous le terme de poteaux ou de bouches incendie. Ici, on sera plutôt sur des citernes et des réservoirs d'eau. Le but étant de fournir de l'eau pour les moyens qui vont devoir lutter contre les feux et les incendies. Parce que également, ici, ce type de dispositif est quasiment inexistant ou est balbutiant dans les grandes villes. Et puis enfin, il faut toujours mettre la partie, je dirais, politique dans la balance. Donc je dois continuer à la rédaction de décrets, notamment le fameux décret d'organisation du Corps national de sapeurs-pompiers, qui sera prochainement adressé au ministère de la Défense et qui devrait être aussi validé par le président de la République du Cameroun, mis en œuvre d'ici 1 an ou 2. C'est une énorme responsabilité et c'est vraiment intéressant de pouvoir justement vous en entendre parler. Quelle est aujourd'hui la place de la France dans cette coopération en termes de sécurité civile? Est-ce qu'il y a d'autres entités? Est-ce que nous, on a mis en place un partenariat qui vous semble pérenne? Alors, le partenariat tel qu'il a été prévu et conçu avec l'évolution et au fil du temps, aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la construction du modèle voulu par les deux pays, voulu d'abord par le Cameroun, mais également par la France. Le chemin suivi et je dirais la concrétisation aujourd'hui par ce projet des Sautels, qui est une concrétisation, je dirais, un peu originale, puisqu'il s'agit d'une entreprise privée qui vient proposer une solution pour moderniser la protection civile et qui va continuer. C'est-à-dire que, certes, je vais essayer de concourir à la mise en place d'une logistique et de moyens de soutien pour entretenir ces véhicules, mais l'entreprise de Sautel a également prévu de mettre en place une filiale à Yaoundé pour assurer aussi le maintien en condition et le maintien en garantie des véhicules fournis, conformément à un plan de maintenance, également de fournir des pièces de rechange et d'accompagner tout au long de sa présence ici les personnels qui auront été formés dans le cadre de la mécanique automobile et de la maintenance. Donc on voit aussi une originalité dans cette nouvelle coopération voulue, encore une fois, par les deux États, où une entreprise civile française vient s'implanter et vient un petit peu proposer quelque chose de vertueux, c'est-à-dire que on n'a pas seulement mis en place des moyens, mais on vient s'assurer que ces moyens seront entretenus et pérennisés sur le long terme. Ça sera le cas aussi pour le système que j'évoquais tout à l'heure dans les autres projets à venir, le système des appels et le système de gestion des opérations. Donc en fait, il s'agit pour la France de véritables investissements réalisés pour soutenir le montage, la construction d'une politique de protection civile au profit du Corps national des sapeurs-pompiers, donc au profit du Cameroun, et ce, au meilleur niveau. Le but recherché, c'est de mettre en avant le Cameroun en termes de protection civile en Afrique subsaharienne, et pourquoi pas à l'échelle régionale. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant pour le moment, en tout cas de ce que j'entrevois, pour nos deux pays. Vous avez une longue expérience en tant que sapeur-pompier. Quelles sont les grandes différences opérationnelles, culturelles dans ce corps des sapeurs-pompiers que vous avez pu remarquer entre ce que vous avez connu en France et aujourd'hui au Cameroun ? Alors, opérationnelles, évidemment, elles sont flagrantes puisqu'on est sur un corps national de sapeurs-pompiers qui grandit, qui n'est pas adolescent encore, qui a été créé le 5 avril 86. Donc à l'échelle de ce qu'on connaît en France et en Europe, c'est incomparable et il faut surtout pas comparer. 1986, c'est une unité qui, il y a encore 10 ans, n'avait que 750 personnels qui la composaient. Aujourd'hui, on est à 2400. Donc déjà, ça montre une vraie volonté de progression. En 10 ans, augmenter autant ses effectifs, c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable. Donc forcément, les grosses différences opérationnelles, elles sont dans l'appréhension des règlements opérationnels, de la doctrine. On est sur quelque chose de balbutiant, mais qui progresse. En termes culturels, ce que je note et ce que j'avais déjà peut-être identifié ou vu ou remarqué et entendu au cours de mes précédentes expériences, c'est une différence d'appréhension et d'appréciation des catastrophes. Bon, l'Europe et la France est un vieux pays, comme l'a dit un ministre célèbre, mais en Afrique, et en particulier ici au Cameroun, la notion de fatalité, de rapport à la nature, sont très prégnants. Donc, suite à un événement malheureux ou une catastrophe, on entend souvent que c'était écrit et que, bon voilà, il y a pas forcément quelque chose à faire pour corriger tout ça. Alors bien évidemment, si les accidents de la route, les incendies ou les effets d'une catastrophe naturelle pouvaient être évités, tout du moins annoncés ou limités par une action humaine ou par un dispositif de gestion de crise, tout le monde signerait pour que ça s'améliore. Mais le poids culturel du rapport à la mort, je dirais ici, ne doit pas être ignoré. Alors en même temps, il ne faut pas non plus s'arrêter en chemin et ne rien faire. Moi, en tant que conseiller, j'essaye d'être force de proposition. Je
J'apporte mon expérience et de montrer que malgré tout, il existe des solutions qui peuvent permettre de concourir à la protection des biens et des personnes. Mais il faut savoir que culturellement, voilà, on est dans un pays qui a aussi encore ses racines qui ne sont pas les nôtres. Ce métier de coopérant, il nécessite quand même une forte capacité d'adaptation. Oui, absolument. C'est d'ailleurs les 3 conseils que je pourrais donner à tous ceux qui veulent s'engager dans ce métier passionnant, parce que ça reste passionnant. C'est effectivement adaptation, souplesse et patience. Il faut savoir écouter, entendre, mais surtout écouter. Ne pas hésiter à poser des questions, parce que quel que soit le pays où vous êtes, où vous vous retrouvez, je ne connais pas un endroit où ils ne seront pas heureux de vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Et puis d'essayer de s'adapter et de s'armer de patience, évidemment, pour pouvoir apporter ce qui peut nous apparaître la meilleure solution, mais qui méritera quelques arrangements ici et là. Mais oui, c'est effectivement faire preuve de patience et d'écoute. Après, des fois, il faut quand même un peu les bousculer, parce que c'est quand même notre métier aussi, et ça reste quelque chose de très passionnant, oui. Alors, bon, vous avez déjà un peu répondu à ma prochaine question, donc je vais la reposer, mais cette fois-ci un petit peu différemment. Non, c'est les questions traditionnelles que nous posons dans ce podcast, et notamment sur les conseils à donner à de futurs coopérants. Je vais donc la transformer, je vais moi aussi tenter de m'adapter. Est-ce que vous pensez, alors je ne dis pas que c'est essentiel et que c'est incontournable, mais que pour un spécialiste comme vous, sapeur-pompier, ou comme d'autres que l'on a rencontrés à l'occasion de plusieurs podcasts, ce passage dans la coopération, en fait, il est aussi important dans votre métier. Il va vous apprendre quelque chose. Ah oui. Après, si on aime la transmission, si on aime donner et restituer ce qu'on a appris, comme je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit au cours de mes affectations passées, que ce soit au cours des gens que j'ai rencontrés, que ce soit au cours des expériences et des missions que j'ai pu réaliser, j'ai aussi appris énormément. Pour celui ou celle qui a envie de transmettre à son tour, c'est le lieu idéal. Tout est à faire à chaque fois, tout est à construire. Et puis, ce sont des échanges, encore une fois, que ce soit des échanges opérationnels ou culturels, qui sont très riches. Donc, oui, pour celui ou celle qui veut participer, je dirais, à la modernisation dans un domaine donné d'un pays ou d'une unité, il ne faut pas hésiter. C'est passionnant. C'est passionnant. Donc, professionnellement, il n'y a pas de doute, vous êtes un coopérant heureux, mon colonel? Professionnellement parlant, oui, tout va bien. J'ai la chance d'être entouré avec des gens qui connaissent la France, et ça c'est important, et qui attendent aussi des solutions, mais qui ne sont pas attentistes, qui ont aussi leur chemin d'évolution, j'allais dire. Mais quand on travaille comme ça, sereinement, avec encore une fois des gens qui vous encadrent, qui vous entourent ici au Cameroun, mais également aussi en France, et qui vous aident et qui vous soutiennent, que ce soit au niveau de la Direction générale de la sécurité civile, au niveau de la Direction de la coopération interministérielle ou du ministère des Affaires étrangères, écoutez, tout est pas rose, mais en tout cas, le chemin est quand même bien tracé et beaucoup plus facile à emprunter. Écoutez, merci beaucoup, mon colonel, pour votre témoignage. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous notez, vous mettez 5 étoiles, vous laissez vos commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Et moi, je vous propose de nous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Coopération. Quelle que soit la destination, on vous fera voyager et on vous fera découvrir de nouveaux coopérants. C'est promis, à très bientôt. Merci, mon colonel. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.